alors bonjour tout le monde. Je vais prendre la parole très, très, très brièvement, en fait, pour laisser toute la place aux personnes qui partagent ce beau demi-cercle de chaises avec moi en ce moment. L'idée d'avoir un retour sur les tables rondes est liée en fait à cette conviction qu'on a tout le monde dans l'organisation de la journée et aussi dans le partage de la vision des trois personnes qui sont avec nous aujourd'hui. L'idée du principe de base qui dit que les personnes qui font usage de drogue sont des citoyens à part entière et sont aussi concernés par l'ensemble des thématiques qui sont traitées dans la journée. Et donc, de leur permettre de faire un retour sur ce qui s'est dit et d'avoir un peu en temps réel leur réaction, leur vision. Nous paraissait comme une idée intéressante. Alors, c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je leur laisse la parole. Et avant de le faire, par contre, je vais peut-être quand même présenter ces personnes. Alors, Gaëlle Lemans, qui travaille pour Système D Association ici en Suisse. Guillaume Tremblay, du programme Profane 2.0 du Québec. Et Fabrice Olivet, d'Assud en France. Alors, je vous laisse la parole. Bon, je vais démarrer parce que, en fait, j'ai déjà démarré un peu. Je me rends compte qu'on est pris à notre propre piège, c'est-à-dire que l'idée visible-invisible, c'est un peu de dire que les drogues sont consommées majoritairement par des gens invisibles et qu'il y a quelques visibles qui sont à la table. Là, pour cocher la case du visible, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, en fait. Tout à fait. Donc, c'est le piège de la réduction des risques. Bon, moi, j'ai travaillé donc 30 ans, j'ai milité 30 ans et travaillé 23 ans à Sud pour cocher cette case aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. Et c'était un peu le sens de mon intervention tout à l'heure, c'est que cette case, je l'ai cochée dans un contexte de prohibition et pour pouvoir mettre en place cette politique de réduction des risques qui n'a jamais pu écorner du moindre centimètre le mur de la répression légale. Hein. Par contre, j'ai été invité à je ne sais combien de conférences, j'ai fait je ne sais combien de commissions compliquées sur la place des usagers de drogue, sur la nécessité de prendre en compte leurs paroles, sur le fait que l'abstinence n'était pas la solution. Enfin, ça c'est le début du débat, du combat, c'était peut-être le plus difficile. Mais enfin, en admettant toujours que les drogues c'est quand même mauvais. Hein. Bon, et puis on est quand même là, nous, pour montrer que même si on a quelques-uns qui sont des bons drogués, la majorité ne doit pas prendre ce chemin. Donc voilà, c'était la petite introduction, là, bavarde, pour dire quoi, finalement? Parce que notre boulot était un petit peu de dire ce qu'on a pensé des tables rondes ce matin. Je vais fermer ma gueule là, et puis je reprendrai après parce que je sais qu'on a dit des choses en commun là, donc je ne vais pas dire les choses à ta place. Parfait, c'est gentil, Fabrice. En fait, on va dire fort probablement la même chose, j'ai comme impression. C'est ça, le méchant. On est méchants. On est des méchants, nous. On est des méchants, je vous le confirme. On est des méchants, on est des criminels en plus. Donc, merci Mélissa d'avoir aussi ouvert comme ça, de dire que tu es allé en prison. Puis que, tu sais, puis en plus de dire que la prison, en fait, ça t'a aidé. Moi aussi, ça m'a aidé, la prison. C'est grâce à la prison, finalement, que je m'en suis sorti, mais c'est pas grâce à la répression. C'est parce que j'avais des moyens pour m'en sortir, parce que j'avais des gens qui m'accompagnaient. Parce que j'ai eu des espaces pour dialoguer, j'ai eu des espaces pour discuter, j'ai eu des espaces pour me comprendre,
pour se comprendre aussi également. Et c'était pas la prison qui mettait ça en place, c'était des associations externes qui venaient faire ce travail-là à l'intérieur des murs, mais ça m'a permis de faire ça. Donc, moi, c'est là-dessus que je voulais mettre l'emphase sur le fait que ce matin, qu'est-ce que j'entendais? J'entendais plusieurs choses, donc c'est difficile de faire le tri, là. Il y a beaucoup d'éléments là, qui ressortent des discussions de ce matin. Mais c'est surtout de dire, est-ce qu'on veut vivre ensemble ou on veut continuer dans la voie du clivage social, de l'élitisme à tout prix et de faire en sorte qu'il y a des laissés pour compte et que finalement, petit à petit, on va vers une société où là, il y a certaines personnes qui prennent plus en plus de place, puis le reste, on devient comme des moins que rien, finalement. C'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Moi, j'étais rendu un moins que rien, moi, à la fin. Là. À la fin de mon parcours, j'étais rendu un moins que rien. Je me considérais pas comme tel, mais on me faisait porter ce fardeau. Donc, le fardeau sur l'individu est très, très puissant, très, très fort, très, très prenant pour les personnes qui doivent le porter. Et la responsabilité sociale se dilue, se diffuse dans ce discours très moralisateur de dire, en fait, c'est mal de consommer, c'est mal les substances, on veut l'éradiquer, on veut mettre ça au rencard, mais ça fonctionne pas, on le sait, on le voit de toute façon. En ce moment, il y a de la consommation dans les sports, de la consommation quand on fait du sexe, il y a de la consommation quand on fait des 5 à 7 au travail. Donc, en plus, il y a ce double discours, cette hypocrisie de dire, consomme pas pendant tes heures de travail, mais on te permet à certains moments de le faire quand c'est balisé, structuré, selon nos normes, selon nos façons de faire, selon nos propres visions de la chose. Donc, c'est imposé. Donc, il y a vraiment un aspect d'imposition sur l'individu de devoir se conformer à certaines règles sociales. Et on écarte complètement l'aspect de la responsabilité collective qui, je pense, doit être remis à l'avant-plan dans tout ce qu'on fait. Et comme tu l'as dit, Gladys, ça prend du temps faire ça, ça prend des espaces pour le faire. Donc, on a aujourd'hui, nous, là, tous les gens qui sont ici, on devrait repartir aujourd'hui de ce sommet en se disant, comment moi je vais faire dans mon milieu pour remettre en place peut-être un tant soit peu des espaces de discussion, de dialogue, de rencontre, pour pouvoir avoir ces discussions-là, à savoir, moi, dans mon organisation, dans mon milieu, est-ce que je veux qu'il y ait de la consommation? Si oui, comment que moi, je vois ça en tant qu'individu et collectivement qu'on réfléchisse comment on peut répondre à cette question-là et de pouvoir permettre à certains individus de pouvoir évoluer, de vivre leur diversité, parce que je pense que la diversité, ça amène beaucoup de positifs et aussi beaucoup de moyens pour pouvoir agir. Donc, voilà, moi, c'était un peu le sens de mon propos, là, suite à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, de dire comment concrètement on peut arriver à remettre en place certains espaces de discussion, de dialogue. Bonjour. Je voulais remercier Mélissa pour son exemple, l'exemple qu'elle offre, qui est très fort pour cette communauté, ces gens qui se reconnaissent aussi à travers elle. C'est vraiment un exemple fort. Moi-même, là, j'ai goûté de fumer la cocaïne à la Riponne. J'ai fait 24 heures de Riponne il n'y a pas longtemps où j'étais pas très bien. Et puis, pendant la première taf, j'étais au téléphone avec mon grand frère qui était enfant soldat en Afrique. Et je lui racontais, je lui parlais. C'était un réflexe pour moi. Et puis, si ça devait me réarriver, je penserais à Mélissa. Merci beaucoup. Je remercie aussi Antoine. Si je ne me trompe pas que c'est Antoine qui fait partie du BLIC. Pour son honnêteté, je pense que c'est un exemple aussi, mais alors peut-être dans cette espèce de coming out, ou même d'honnêteté, de sincérité, d'oser se dévoiler. Pour tout le monde en fait, comme ça nous ferait tous sur la même sur la même horizontalité. On serait pas seulement nous, on serait tout le monde en fait en train d'oser s'ouvrir. Et puis je voulais alors juste vous partager 2 anecdotes qui imagent les 2 tables rondes. La première, c'est que quand on vivait punk à chien, on avait pendant longtemps sur le mur avec une punaise une amende, une contravention marquée ivresse sur la voie publique d'un copain qui buvait beaucoup. Et à l'endroit de l'adresse, il y avait marqué SDF. Alors on l'a mis là, puis on se marrait tout le temps, on disait mais on voit pas où il pouvait boire d'autres. Alors voilà.
Et puis la deuxième, on était partis dans le Jura faire une marche de plusieurs dizaines de kilomètres avec un copain, chacun nos 2 chiens. On avait tout organisé, on a dû prendre de l'eau, il n'y a pas d'eau dans le Jura. Puis on est arrivé en haut, puis il y avait de la neige. On s'est dit, purée, mais c'est le printemps, il y a de la neige. Puis moi, j'ai dit, rien à faire, moi je rentre pas, j'y vais. Puis j'ai mis des sacs poubelles sur mes godasses, je suis parti. Puis il ronchonnait, puis il s'est dit, mais merde, je vais pas abandonner maintenant. Il m'a suivi. Et puis en fait, il a pris son traitement de méthadone, on a passé toute la journée, puis on est arrivé à un refuge, il était fermé, on a dû dormir devant, et puis là il courait, il allait chercher du bois, faire du bois et tout, puis il n'a pas arrêté, puis on s'est dit purée, alors maintenant on comprend pourquoi la méthadone c'était dans les goulags, je crois, c'est vrai que c'était un super dopant, alors il avait une pêche d'enfer pour cette marche, je vous avoue. Voilà. Oui, alors moi, du coup, je vais essayer de revenir vite fait là sur les tables rondes. Sur la 1, il y a l'utilité sociale quand même de cette visibilité, parce que bon, on a tourné beaucoup sur l'idée que les gens ne choisissaient pas, et c'est vrai, d'être vus. Parce qu'effectivement, la majorité des usagers choisissent de consommer sans être vus. Et finalement, je finis par me demander, enfin, il y a clairement, du point de vue de l'utilité du bouc émissaire, c'était le terme sur lequel on est arrivé. Il y a des grandes théories sur le pharmacone, là, mais tout bêtement, pour la population cachée, invisible, il y a une utilité évidente d'avoir les toxicomanes qui sont là sous nos yeux. Alors évidemment, ils sont un peu emmerdants. Ils font du bruit, ils se battent, ils font leurs besoins en public. Mais enfin, globalement, c'est pas nous. C'est clair. Et en plus, pour les forces de police, là, sur un autre plan qui a été évoqué dans les questions des violences dans les quartiers. Ah oui, il reste 1 minute. Donc, de toute façon, on va développer aussi ça en fin de journée. Il y a effectivement les boucs émissaires des quartiers populaires avec des populations racisées. Et ça, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus grave. C'est sans doute ce qui politiquement est le plus menaçant. Et en ce qui concerne la table ronde sur les dopages, finalement j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire en posant cette question de notre communication quand on veut expliquer la réduction des risques et qu'on commence par dire que c'est compliqué. À mon avis, on a déjà perdu le match. Parce que de l'autre côté, les gens qui disent que effectivement les drogues sont mauvaises, ça j'en reparlerai demain, et que si elles sont mauvaises, il faut les interdire, c'est très simple à comprendre. Et quand on parlait de culpabilité aussi, il y a toute une part de cette culpabilité des gens qui consomment cachés, qui va finalement complètement adhérer à cette idée que les drogues sont mauvaises pour eux, là, pour les gens qu'on voit. Et qui se sentent forcément coupables parce qu'ils savent qu'ils prennent des drogues. Donc tout ça, ça justifie la répression. Et j'ai fini ma minute, je crois. Bon, mais alors, bon retour de pause, la dernière de la journée. Alors, j'espère que l'énergie y est toujours pour arriver jusqu'à la fin et vivre le moment festif par la suite. Pour ma part, je dois faire une confidence que je me sens en ce moment en décalage horaire. Je sens moins de vivacité dans mes pensées. Alors, je vais m'accrocher un petit peu à mes feuilles potentiellement pendant la discussion. Alors, veuillez m'en excuser. Donc, on a 4 personnes. Donc, on a une personne qui s'est ajoutée en cours de route parce que une des raisons qui motive, en fait, l'ajout d'une personne à notre panel, c'est le fait que c'était essentiellement masculin. Et quelqu'un parmi vous, Maxime, en fait, est venu me glisser à l'oreille que ça serait bien d'ajouter...
Je le nomme parce que j'ai trouvé que c'était une magnifique idée que j'ai accueillie et Mélissa a accepté gentiment de prendre la parole. Non? Oui, ou avec audace, avec... Oui. De se joindre à nous spontanément. Alors, malgré le fait qu'elle n'a pas eu l'occasion de vivre les moments de préparation qu'on a eus, je pense que ça ne paraîtra pas du tout. Tout va être fluide dans notre échange. Alors voilà, c'était le petit prélude. Notre table ronde est la table ronde des personnes, avec des personnes qui font usage de drogue. Et l'objectif est vraiment, dans le fond, de partager avec vous leur vision, leur souhait de mettre en application certaines théories qui sont dites et redites aussi depuis de nombreuses années. Alors, je dois mettre mes lunettes. Voilà. Donc, bien sûr, on l'a dit à plusieurs reprises dans la journée, l'usage de drogue s'exprime de manière plus ou moins visible dans la société. Certaines consommations sont visibles publiquement, d'autres, et même plusieurs et même la majorité des consommations se passent dans la sphère intime et la vaste majorité des consommations ne sont aussi pas problématiques. Trop souvent, c'est l'usage de drogue en lui-même qui est désigné comme la cause de tous les problèmes. C'est une analyse qui mène souvent à des réponses inadéquates et même qui aggrave les situations. Pour répondre adéquatement, les personnes qui font usage de drogue doivent être impliquées dans toutes les sphères des politiques et des programmes qui les concernent. L'accompagnement médical et social n'est pas toujours requis et il prend sens que s'il est souhaité et adapté. Les participants de ce panel nous invitent à rompre avec l'hypocrisie de la société qui stigmatise l'usage et qui trop souvent le fait à partir de critères raciaux et de genre qui évitent de prendre en compte l'universalité, exercice de diction, universalité de l'usage. Un principe fondamental a guidé nos discussions dans la préparation de ce panel-là. C'est usagers, usagères de drogue, simplement citoyens à part entière. Donc, avant de nous lancer dans la conversation et de rencontrer véritablement les panélistes, je nous invite à visionner 2 vidéos qui ont été réalisées par nos collègues, nos amis de la Belgique, de la FEDA-BXL, et qui mettent en vedette, en fait, 2 points de vue, 2 personnes qui font usage de drogue, mais qui nous amènent 2 angles bien distincts. Alors, bon visionnement. C'était quelque chose d'ultra mauvais, quoi. En fait, c'est juste une souffrance qu'on essaie d'oublier. Ça m'a permis de survivre. L'étiquette qu'on reçoit automatiquement, toxicomane, usager de drogue, que bon, on est juste des personnes à part entière. Quand c'est devenu problématique, c'est quand ma dépression a été très profonde et que je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. On s'isole de sa famille, on s'isole de ses amis, on s'isole des médecins, on s'isole de beaucoup de choses et on ne peut plus se confier parce que c'est tabou. Donc on va dans la direction opposée, on va vers des gens qui sont consommateurs,
qui, eux, sont encore en plus mauvais état. Qu'est-ce que je pense sur cette loi, c'est ça nous oblige à nous cacher. Et ça pousse à rester dans sa bulle, comme on dit, et ne plus en sortir. Dans les soins ou dans le regard des gens, même chez les médecins. Bon, il y a le problème pour trouver le bon médecin pour que le regard change. Nous, on doit être rééduqués d'une certaine façon pour mieux s'en sortir, mais on ne doit pas être pénalisé. On doit nous apprendre, ou nous, on doit leur apprendre à ces gens qui font ces lois qu'il y a d'autres façons. Donc la rééducation est dans les deux sens. Hein. J'aimerais par exemple qu'on puisse faire ce genre d'interview à visage découvert, notamment. Je ne voudrais pas être stigmatisé ou pénalisé en tant que consommateur. Je suis chef d'entreprise, j'ai 30 ans, j'aime le yoga, la randonnée et aussi les drogues. Cette loi, en interdisant tout, en fait, elle a créé un énorme tabou autour des drogues et on met tout dans le même panier, en fait, alors que les drogues ont des effets qui sont très différents. Et je pense qu'il faudrait réouvrir le débat. C'est-à-dire que j'ai encore des personnes dans mon entourage avec qui c'est pas possible d'en parler. Parce que immédiatement, quand on parle de drogue, c'est quelque chose qui va susciter de la peur. Et de la peur de perdre son travail, de faire des overdoses, voilà, de se transformer physiquement en un déchet parce que voilà, on a tiré sur un pétard. Donc, il y a beaucoup de clichés, de tabous qu'il faut démonter. Aujourd'hui, la loi de 1921, elle est totalement inefficace parce qu'il est très facile de se procurer de la drogue et l'utiliser. Personnellement, je suis privilégié parce que je sais comment acheter ça sur le dark web, par exemple. Donc la plupart du temps, je suis capable d'avoir les produits que je veux et c'est vraiment ça que j'ai. Mais je sais que pour beaucoup de gens, souvent, ils vont acheter quelque chose et puis ils vont recevoir quelque chose qui donne des effets à peu près pareils, mais qui seront beaucoup plus nocifs. Et donc du coup, je ne suis pas sujet aux fouilles et aux contrôles qu'ils peuvent avoir très régulièrement en bas de chez moi, hein, par exemple. Hein. Donc je vois qu'il y a aussi une différence de classe aussi dans la manière dont la drogue est traitée et qu'on vise surtout des personnes qui sont moins privilégiées que moi. On a besoin d'avoir un dialogue plus adulte vis-à-vis de la drogue et notamment des bénéfices qu'on serait susceptible d'en retirer. Si je regarde des pays qui ont commencé en fait à travailler avec les psychédéliques en thérapie, les résultats sont tellement probants et tellement encourageants, en fait, il faut qu'on revoie totalement notre relation à la drogue. Et ça, je trouve que c'est un débat important et qui a le potentiel de vraiment transformer la société. Et si je participe à cette capsule, c'est parce que j'y crois. Je pense que c'est possible, que notre génération va porter ce changement-là. Alors voilà la trame sonore qui guidera notre soirée. On va tous siffloter la même ritournelle. Donc, merci pour cette vidéo à la FEDA BXL. Ça nous a plongé quand même directement dans le sujet. Donc, je suis toujours en compagnie de Fabrice Odivet de la Sud, de Guillaume Tremblay de Profane 2.0, Gaël Lehmann. Lehmann, c'était Lehmann, OK, pardon. De Système D Association et de Mélissa Carole Eugénie. Voilà. Qui s'est ajouté au panel. Alors,
C'est le moment maintenant de vous entendre, d'écouter ce que vous avez envie de nous transmettre aujourd'hui. Donc, vous avez choisi de vous présenter en mettant l'accent en cours de présentation sur un exemple, une anecdote qui vous parle particulièrement et qui vous semble bien représenter le thème de la journée visible-invisible en lien avec l'usage de drogue. Donc, je vais commencer avec Gaël. Est-ce que tu peux y aller avec ta présentation? Bonjour. Non, on s'est déjà vu en fait, pardon. Système D, c'est la rue qui s'organise. C'est une association d'autosupport active dans les rues de Lausanne. Elle s'intéresse aux connaissances et au potentiel des personnes les plus touchées par l'addiction et la santé mentale. Elle défend l'innovation au sein de notre société dans le but de promouvoir le retour à la communauté, se sentir utile, faire partie du groupe, une utopie réaliste. Je vous dis ça parce que, en fait, c'est vrai que c'est dur à la fin d'être usagé. En fait, jusqu'à quelle heure on va être usagé de cette salle? J'aimerais savoir. C'est vrai, alors c'est des remises en question. Oui, ça facilite le langage, mais voilà, en fait, ça invisibilise, surtout ça visibilise. Et puis j'avais envie de mettre un petit quelque chose en avant, c'est ce côté de... C'est marrant parce que quand on est dans la rue, on est presque dévoilé par force, quoi. Enfin, on n'a pas le choix, on est dévoilé. Et puis, mais en fait, ça ressort ce thème de dévoilement, c'est que souvent, un point commun qu'on a eu beaucoup dans cette situation, c'est de se fermer et de jamais s'ouvrir, en fait. Donc c'était beau par rapport à avant, tout ce qui a été dit, c'est ce côté de... C'est vrai que si la personne en face de nous, elle s'ouvre, on va peut-être s'ouvrir parce que c'est un des gros points communs dans la rue, c'est se fermer. Par contre, on est dévoilé de son usage de drogue. Et puis ça revient pour voir la petite anecdote que je vais vous dire, mais il y avait j'ai rencontré un jeune de 18 ans à la place de la Riponne, et puis il me dit mais depuis que je suis là, depuis que je consomme, ça fait longtemps que je consomme, depuis que c'est devenu plus grave, mes parents me parlent que de ça, c'est toujours au centre de la discussion. Et puis c'est vrai que ça c'est vraiment nous ce qu'on amène, ce qu'on veut partager un peu comme message, c'est vraiment au lieu de dire à votre jeune, la personne avec qui vous travaillez, vous soutenez, vous accompagnez, mettre toujours le produit, on l'a dit tellement avant, toujours le produit au milieu, c'est vrai qu'on dit exactement, ça répète ce qui se disait avant. De dire tous les vendredis on allait faire de la pêche avec mon père, de continuer d'aller faire la pêche sans parler de la consommation, et puis prendre de l'espace avec ça, et puis voilà. Et pour ça, justement, en avoir marre d'être usagé, marre d'être père, marre d'être père aidant, marre d'être dans le système socio-sanitaire, en fait. Pour un exemple, pour ceux qui étaient là, il y en a quelques-uns qui étaient là. Vendredi, on a fait la clôture du Rencontre vaudoise d'addictologie, puis on a une très belle anecdote avec cette histoire. Il y a une femme qui est venue, on a fait un petit spectacle pour finir, on a fait un peu des textes, et puis c'est une femme amie qui a joué du piano et puis pris un peu le micro. On est venu vers elle. Et je suis allé dans l'institution où elle vit, je connaissais, j'avais été père aidant là-bas. Puis on frappe à la porte avec l'intervenant, et puis elle me voit, elle dit « Ah non, mais moi j'ai pas de problème d'addiction, je veux pas de père aidant. » Puis moi je dis « Non, mais c'est pour les rencontres vaudoises d'addictologie. »« Ah mais non, mais vraiment, moi je veux pas. » Et puis là, ce référent dit « Non, mais c'est pour jouer au piano. » Et puis là, en fait, elle s'est ouverte et elle n'avait pas envie d'entendre parler d'addiction, pas envie d'être une père, une usagère. Elle a envie de venir jouer du piano. Elle auto-interprète elle-même, elle apprend avec l'oreille ses morceaux de piano. Elle nous a raconté une histoire, c'était magnifique. Et dans cette démarche, parler de ça, de développer un peu de projets artistiques ou de moments simples, sans se définir dans le milieu socio-sanitaire. Donc par exemple, faire un spectacle sans demander les financements parce que les gens sont malades et ils veulent se réinsérer. Non, parce que c'est des artistes, parce qu'ils sont forts, ils sont beaux et ils ont envie de s'exprimer. Merci Gaël. Tu veux poursuivre? Je veux. On me propose, je dispose, je dis oui. Donc, voilà, donc comme moi j'avais pas, on m'a parlé d'anecdotes. Moi j'ai un texte en fait qui date d'une dizaine d'années, qui a été un texte écrit très très rapidement. C'était, je sais pas, des moments magiques qu'on vit dans la vie. Voilà, donc voilà. Pour elle, son soleil c'était les réverbères. C'est dans la nuit qu'elle trouvait ses repères.
Elle aurait voulu pouvoir y croire, mais coupée, en plein élan d'espoir. Fuyant les gens du jour, ne croyant plus en leur amour, par les substances s'écrivaient des romances. Femme flamme la nuit, enfant perdu le jour. La nuit, la laideur disparaît et mon cœur apparaît. Non sans méfiance, avec défiance. Sous les lumières variantes de la lune, j'allais chercher fortune en jouant de mon corps, anesthésié de ma poudre d'or. Tous ces êtres en mal d'amour, tous ces êtres fuyant le jour, qui prennent le toxique pour du magique. C'est cette souffrance que nous avions commune, comme une vieille maladie auto-immune. Mon corps, lieu de réconfort contre ces hommes, contre mon corps résonnait leur manque. Chaque passage me rendait moins sage et nourrissait ma rage. Cercle vicieux, objet d'amour indéfinissable. Mais passionné, je n'arrivais plus à m'arrêter. Quand une lumière est arrivée comme un projecteur, et je me suis fait peur. À ce jour, est arrivé, je me suis fait peur. J'ai compris à ce jour que l'amour n'avait pas de prix, mais ça on ne me l'avait pas appris, et que le monnayer était le tuer. Il fallait juste que j'apprenne à m'aimer. À ce jour, la nuit, je rêve, et quand je me lève, je m'impose et me pique à la vie. Merci beaucoup, Mélissa, pour ça. Ah, oui, vas-y. Oui, il y a une petite... dans l'instant présent. J'allais te l'ouvrir. Ah oui, d'accord. Donc en fait, quand je parle, qui est arrivé comme un projecteur, c'est une rencontre avec une réalisatrice, Fleur Albert, et que j'avais rencontrée pour me faire... elle voulait voir le monde de la nuit, des milieux, des espaces de travail, enfin des avenues de travail du sexe qu'il y a sur Paris, la colline de l'époque, la colline au crack, donc je l'emmenais. Et puis on va se rencontrer comme ça plein de fois. Elle m'invite à manger. Enfin, il s'est passé quelque chose de très naturel. Elle n'avait pas peur de moi du tout, je le ressentais. Elle était très tactile, chose qui était très inconfortable pour moi. Mais bon, elle avait plein d'amour, ça se sentait. Et en fait, au bout de 3-4 mois, elle m'a dit en fait, c'est toi que je veux dans le premier rôle féminin. Et c'est vrai que quand on parle d'invisibilité et de visibilité, voilà une histoire de mise en lumière et d'être sous les projecteurs, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout a été organisé. On était 4 acteurs principaux non professionnels, tous usagers de crack. Et tout a été organisé avec notre addiction. Et c'est-à-dire qu'on venait nous chercher, on pouvait demander des avances tous les jours, ils n'en avaient rien à faire. Et puis quand on était dans notre rôle, on était dans notre rôle. Enfin, dans un rôle. Hein. Ouais, c'est pas un documentaire. Mais voilà, c'est pour dire que c'est possible. Et le premier rôle, d'ailleurs, était quelqu'un sans papier, pour dire que c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Quand on veut, on peut. Et je pense que le milieu artistique trouve à une souplesse que n'a peut-être pas tout ce qui est administratif. Et voilà, dans le milieu artistique, c'est créatif. On ne s'endort pas dans des vieux trucs poussiéreux. Non, et on ne s'endort pas en ta compagnie non plus. Merci beaucoup. Je peux prolonger une question là. Parce que moi, je me rappelle bien de c'était Stalingrad Lovers, Oui, donc qui était le premier film, à ma connaissance, projeté dans les grandes salles sur la question du crack à Paris. Moi, j'avais une question, c'était, il me semble que c'est cette visibilité qui a changé des choses complètement dans ta vie, ou je me trompe complètement? Alors, non. Justement, je pense que tout est multifactoriel, c'est le croisement de plusieurs choses en même temps. J'ai eu un gros problème alors, avant le tournage, enfin quelques mois avant le tournage, j'ai fait un chylothorax, j'ai été hospitalisée. Donc en fait, ça y est, moi je me pensais évincée du projet. Et en fait, elle est venue me voir, la réalisatrice, Fleur est venue me voir plein de fois, et un jour elle m'a dit... si tu peux pas jouer, le film
Non, mais c'est fou, comme le film n'existera pas. Je ne ferai pas le film. Voilà, il y a eu plein d'élan d'humanité dans cette histoire de tournage, mais pas que. Il y avait en parallèle une prise en charge par Habitat et Soins, voilà, dans un appartement de coordination thérapeutique. Il y a eu où j'ai vu que les gens ont fait des efforts vers qui j'étais, de comment moi je percevais les choses, de ma personnalité. On m'a pas demandé comme on me demandait depuis toute petite, on m'a pris tel que j'étais et on a adapté les règles à moi. Et ça, c'est fou. Et j'aime bien pousser les murs, moi, j'adore ça. Mais parfois, avec délicatesse, tu m'as dit, il ne faut pas penser qu'on pousse toujours les murs en les fracassant. Non, je t'ai dit qu'en fait, c'est vrai que quand on ne peut pas passer par la porte, on peut passer par la fenêtre, on peut passer... Et voilà, et j'ai dit tout ça avec douceur. Souvent, on me voit comme un bulldozer. Mais non, je suis très douce. Fabrice, est-ce que tu veux enchaîner avec ta présentation? Oui, mais moi, en fait, depuis tout à l'heure, enfin, je l'ai dit plusieurs fois, là, je pense qu'on aurait dû entremêler les deux précédentes tables rondes. Parce que, en fait, tous les questionnements qui ont été déclinés, c'est un peu ceux qu'on a, enfin, en tout cas, que moi j'ai en tant que, avec mon expérience d'usager professionnel, enfin, ouais, ça a été ma carrière, même si j'ai... c'est intéressant d'ailleurs, parce que j'entendais le fait de parler de son usage, c'est quelque chose que, à Sud, on s'est interdit de faire à la première personne du singulier. C'est-à-dire que toutes ces années de militantisme, et pas seulement, et de travail, quand on posait la question de savoir qu'est-ce qu'on était de la recherche et qu'est-ce qu'on était du dévoilement, un des premiers commandements chez nous, c'est de parler de politique de drogue, de parler de réduction des risques, de parler de savoir expérientiel, mais en évitant ce qu'on considère comme une caricature, consiste à dire « moi je ». Et en fait, même ça, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça avait des limites, parce qu'effectivement, tu deviens une espèce de fonctionnaire, encore une fois, qui vient cocher des cases pour dire « oui, bon, on a parlé de tel problème, mais ça y est, les usagers ont été consultés parce que Sud est venu ». Et c'est vrai que là, beaucoup plus récemment, il m'est arrivé de faire référence explicitement à ma vie personnelle, mais parce que ça avait un sens précis et un sens toujours pour soutenir une affaire politique. En fait, c'est ça qui doit servir de boussole, quoi. C'est Retour à Reims, hein, que certains d'entre vous connaissent peut-être, le magnifique livre de Didier Ribon, qui parle de son expérience de pauvre blanc de white trash rémois, bon, pour ceux qui connaissent la France, donc de l'Est de la France, et qui fait un fantastique manifeste sur la question politique de l'homosexualité. Bon, c'est plus vers là qu'il faudrait tendre. Bon, alors voilà, je me suis emballé sur... c'était pas du tout une anecdote. L'anecdote dont je t'avais parlé quand spontanément on a parlé de cette table ronde. J'espère qu'on va revenir quand même sur les histoires de dévoilement, parce que oui, on va je pense que c'est crucial. Oui, c'est l'histoire de notre député français là, qui s'est fait prendre donc la main dans le gramme de poudre. Et c'était surtout sur visible et invisible que je trouvais que c'était intéressant, parce que ça a été visibilisé alors que ce gars fait partie des invisibles. C'est-à-dire qu'il prend de la 3-MMC, qui est maintenant une drogue, je pense, assez commune, d'après ce que j'ai cru comprendre en me renseignant plus, parce que ce n'est pas une drogue que je connais, moi personnellement, c'est un psychostimulant assez simple d'utilisation, qu'on a tout de suite taxé comme étant le chemsex, parce que ça aussi, ça faisait du buzz, et ça faisait tout... Bon, on dit chemsex,
D'ailleurs, je trouve toujours qu'il y a une composante homophobe dans cette affaire de toujours penser que ces drogues de synthèse-là vont être forcément utilisées dans un contexte sexuel parce que c'est la sexualité des gays. Et en fait, cet invisible a été visibilisé immédiatement. Donc, et spontanément, son premier réflexe pour se sortir de cette visibilité, très très inconfortable, ça a été de plaider coupable et de plaider l'addiction. Comme quoi notre affaire d'addiction, notre affaire de réduction des risques, pour lutter contre la vraie stigmatisation, elle ne sert pas du tout là. Elle ne lui a pas du tout servi à ce qu'il se saisisse de cette anecdote pour revendiquer une liberté. Finalement, qu'est-ce qu'il avait fait de mal ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal en allant sur un quai de métro pour acheter du 3MMC ? Et puis, il y a un invisible derrière lui. L'invisible, c'est seulement ceux qui d'habitude sont visibles. C'est le mineur dont on a un peu parlé dans la presse, qui s'est fait choper avec lui et qui lui vendait la cam. Et visiblement, je mettrais ma main à couper qu'il s'agit d'un mineur racisé. Parce que... quand on a l'habitude d'acheter des drogues qui sont délivrées maintenant en ubérisation, hein, quand on veut une drogue à Paris et qu'on est d'un milieu un tout petit peu, qu'on a un chez soi, on prend son téléphone et on commande une drogue, à peu près toutes les drogues, hein, que ce soit le crack, l'héroïne, le cannabis, avec des sites où il y a des notations sur les qualités. Et 100% de ces chauffeurs, de ces livreurs, sont en général des jeunes noirs et quelquefois des jeunes arabes. Et souvent d'ailleurs des non-consommateurs. Donc c'est intéressant dans la invisibilité, parce que là, la victime, celle qui va le plus en prendre plein la gueule, celui qui va avoir un traitement policier extrêmement dur, qui aura probablement sa vie foutue en l'air, dans un truc cumulatif, puisqu'il était multirécidiviste, il n'est pas consommateur. Probablement, il n'est pas consommateur. Par contre, le stigmate majeur est mis sur ces populations-là, mais dans l'anecdote, dans ce qui a été recensé par la presse française, il a disparu totalement. Et celui qui est devenu visible, c'est le gars, député, LFI, enfin la France Insoumise, qui a fait 2 heures de commissariat, même pas de garde à vue, qui a eu une amende judiciarisée, donc qui est le système qui existe en France, alors qui est pénalisant. Mais quand on est un bourgeois comme lui, finalement, ça n'allait pas tant que ça, et qui tout de suite va se glisser dans cette peau du repenti et de la personne malade, soutenue en ça par les autres députés de gauche. Et je trouve tout ça tout à fait symptomatique de ces problèmes de visibilité, invisibilité, où c'est paradoxal. Deux poids, deux mesures, comme tu l'as. Surtout les deux catégories sont interchangeables. Oui, effectivement. Merci Fabrice. Guillaume? Oui, merci. Guillaume Tremblay, moi je suis une personne qui a fait usage de substances et qui a fait usage de services aussi en dépendance. Usage du milieu carcéral aussi, le système de la justice. On a fait bon usage. Ça a été assez fastidieux, je vous dirais. Donc, usager multiple. Mais je ne me définis pas comme usager. Je me définis comme une personne avec savoir expérientiel. Il y a une nuance. Parce que le savoir vient donner une certaine possibilité de changer des choses à l'intérieur de soi, mais aussi avec les autres et d'entrer en relation aussi avec les autres dans le partage de ces savoirs-là qu'on a, puis qu'on a acquéris au cours des années, et ça fait partie intrinsèque de notre identité. Donc, c'est très lié au concept d'identité. Et c'est un savoir qui ne peut pas se perdre, là, à moins qu'on perde la mémoire ou quoi que ce soit, ça fait partie de nous. Donc, je pense que c'est
très important, cette nuance-là. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on met beaucoup de l'avant au Québec depuis quelques temps et au Canada en général, je vous dirais, c'est l'aspect de plus parler de... On ne parle plus vraiment d'usagers. Oui, on va parler d'usagers de services à certaines occasions, mais on parle beaucoup de l'implication des personnes avec savoir expérientiel dans nos services, mais aussi dans nos structures, dans nos projets et dans un continuum. Donc, pas seulement à certains moments clés, notamment lors de consultations ou d'être vraiment juste dans le témoignage, mais aussi de les impliquer dans une perspective comme une partie prenante là, des acteurs à part entière là, d'un projet de société. Donc, cette volonté-là d'impliquer les personnes avec savoir expérientiel dans nos structures vient avec une multitude d'obstacles et de complications. Notamment, et là, je ne veux pas décourager, ce n'est pas mon propos ici, c'est le contraire, je veux vous encourager à le faire, mais je vous mets en garde sur certains écueils possibles et certains obstacles que vous allez rencontrer en le faisant, puis fort probablement, plusieurs d'entre vous l'ont déjà vécu. C'est notamment le fait, puis un des aspects les plus fondamentaux de tout ça, je crois, c'est la hiérarchie, puis ça, je vais avoir de la difficulté à dire comme toi tout à l'heure, il y a la hiérarchie, hein, de mettre des niveaux, là, des échelles, en hiérarchisation des savoirs. Parce que dans la production des savoirs, il y a une hiérarchie, je ne vous apprends rien. Donc, le savoir clinique, le savoir académique, hein, oh, le savoir académique, wow. Et le savoir expérientiel, bof. Et ça fait en sorte que ça distorsionne nos rapports et c'est difficile d'avoir un réel partage de pouvoir, bien que et là, on peut tomber beaucoup on peut basculer dans l'instrumentalisation, et on peut aussi invisibiliser certaines personnes, bien qu'on veut les impliquer. Donc, finalement, on fait complètement le contraire de ce qu'on veut faire. On veut visibiliser des personnes. Finalement, on les rend invisibles parce qu'ils n'ont pas leur voix au chapitre. On leur dit, oui, tu as la voix au chapitre, mais les personnes n'ont pas la possibilité de le faire, notamment par manque de capacité, mais aussi par manque d'espace d'expression et par manque de temps. Parce qu'un autre aspect important par rapport à ce savoir-là, c'est tout l'aspect du récit, du narratif qui est très important, et ça prend du temps. Ça prend du temps et surtout, ça prend des espaces. Donc, moi, c'était surtout cet aspect-là que je voulais ramener à l'avant-plan pour vous dire que on veut, en impliquant des personnes avec savoir expérientiel, et moi comme étant personne avec savoir expérientiel, je travaille dans un programme de formation en prévention des surdoses pour l'ensemble du Québec, du milieu communautaire québécois, où on met justement on essaie du mieux qu'on peut d'opérationnaliser l'articulation de ces différents savoirs-là, c'est-à-dire le savoir clinique, le savoir expérientiel et le savoir scientifique. Pour le savoir clinique, le savoir scientifique, ça va. Il y a des normes établies, c'est formalisé, tout ça. Il y a une légitimité. Par contre, le savoir expérientiel, là, il faut légitimer, constamment légitimer. Il faut toujours légitimer et constamment devoir se dévoiler et aller loin dans le dévoilement pour pouvoir légitimer notre savoir, ce qui amène les gens à se rendre vulnérables et se fragiliser à certains égards. J'ai beaucoup vu ça dans les différentes formations qu'on a données avec Profane. C'est des formations, soit dit en passant, sur une journée complète, où la personne détenant un savoir expérientiel, dès le départ, va se dévoiler comme telle. Je suis une personne avec savoir expérientiel. Et il va faire un petit peu son pedigree, son CV de savoir expérientiel. Devant un auditoire qui, fort probablement, va être dans les préjugés, dans la stigmatisation et tout ça, et voir parfois des violences psychologiques, là, j'ai aussi vu ça, et doit maintenir cette posture tout le long de la formation pendant 7 heures devant un auditoire et dans la proximité. Donc, ça demande quand même en duo avec une autre personne. En duo avec une autre personne, avec savoir clinique. Et la personne avec savoir clinique, elle n'a pas le même impératif de devoir se dévoiler de la même manière.
Et si bien qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est le basculement du savoir expérientiel vers une volonté d'aller vers un savoir plus formalisé, plus normé, avec un statut précis, pour justement ne pas avoir à porter ce fardeau de légitimation et de pression, un peu comme tu disais, Jade, de colonisation. Là, on est vraiment là-dedans. Ce qui peut nous amener à avoir un écueil, c'est le suivant, c'est le fait qu'en voulant trop formaliser, professionnaliser et donner des statuts, on perd la nature même de qu'est-ce que le savoir expérientiel, donc tout l'aspect du récit, du narratif, de l'authenticité, etc. Donc, voilà. Donc, c'était mon... Là, on voit Romain qui va nous dire des choses. Romain, il faut que tu nous guides. Non? On peut poursuivre une dizaine de minutes, Romain? Oui, merci. Alors voilà, le temps file. Voilà. On a 10 minutes devant nous. On avait encore 3 questions à aborder. Ce que je vous propose, en fait, c'est d'aborder les sujets qui vous semblent les plus importants à aborder avant que le panel se termine. Donc, on avait en banque des sujets qui traitaient de modèle optimal, puisqu'on se disait que la question du médical et du social ne devait pas être toujours au centre d'une approche. Donc, est-ce que vous avez envie de parler de modèle optimal? On avait la question aussi du rien sur nous sans nous, qui est revendiqué depuis plusieurs années, mais qui n'est jamais appliqué comme tel. Dans la réalité, c'est autre chose. Est-ce que ça traduit l'hypocrisie de notre société face à l'inclusion des personnes et à les considérer comme des citoyens à part entière? On a la question du dévoilement également qui est en banque. Et s'il y a une autre question qui vous semble plus intéressante et importante à discuter, soyez tout à fait les bienvenus de la choisir. Alors, on y va pour un dernier tour. Comme il y a 10 minutes, on va devoir être quand même concis. Donc, Gaël, je pense que tu es prêt? D'accord. Hier, avec Sandhya, j'ai trouvé une phrase qui résume beaucoup cette journée. C'est que on parlait du cirque social à Montréal, qui en fait est historique là-bas, je ne savais pas. Et puis de dire, tiens, aujourd'hui je fais une activité où je ne suis pas considéré comme usager ou malade. Et puis en fait, le fait d'être dans un groupe sans être considéré comme, ah, lui, on sait, il consomme, et ben, rien que ça fait énormément de bien. Et en pratique, à Lausanne, ce qu'on a commencé à faire, alors sur la place de la consommation et le deal, donc à côté du string, on appelle, il y a une bâche, la place où les gens se posent. C'est un endroit social, c'est aussi l'endroit de micro-deal, on appelle, et de consommation. Et on s'est mis à côté pour faire des petites animations avec des jeux. On a amené un jeu de palais breton qui est comme une pétanque, une table de ping-pong, des jeux de société, des tables. Et en fait, dans cet espace, on est tous à la même enseigne. Alors oui, on voit que c'est collé à la place de deal, on est d'accord. Mais là, les professionnels, ils viennent, ils peuvent en fait rencontrer dans un endroit horizontal, faire une partie de ping-pong. Et là, tout d'un coup, des gens du quartier passent. Et quand les gens du quartier, ils passent à côté de cette maudite riponne, on en voit qui passent comme ça, mais ils se disent, mais en fait, j'ai même pas remarqué la place juste derrière. J'ai remarqué les gens qui jouaient au palais. Et puis, ça m'a interpellé. Et on a vraiment l'envie de mettre en avant ce côté simple, retour à la communauté, c'est-à-dire une activité socioculturelle que la ville devrait porter. C'est-à-dire que de tout autour des villes de Lausanne, on a des centres socioculturels, des maisons, des maisons associatives. Enfin, j'ai pas le mot tout de suite, c'est pas grave. Et en fait, il y a un travailleur hors mur qui va aller vers les jeunes du quartier, puis va dire, mais viens, nous on a un studio de rap professionnel, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Et puis depuis là, on va créer du lien, et puis on va peut-être pouvoir l'accompagner, la personne. Puis tout d'un coup, à l'hypercentre, on fait plus cette démarche vers les personnes plus âgées qui ont des énormes soucis, qui flânent un peu là, qui ont l'air d'avoir envie de s'occuper. On fait plus cette démarche qu'on fait dans toutes les villes de Suisse. Donc c'est vraiment ramener à ça. Pourquoi pas de l'activité socioculturelle de quartier? D'ailleurs, le retour à la communauté, on en a besoin. On a une ville riche, on perd beaucoup, on se dit plus forcément bonjour, on se rencontre plus forcément. Et revenir à ça en étant tous à la même enseigne dans le quartier
Et le rêve, un tournoi de ping-pong, alors ils sont très forts au ping-pong. On a une personne qui n'arrêtait pas de courir après sa fumée de coke basée. On s'est rendu compte qu'il est imbattable au ping-pong. Et en plus, on rigolait parce qu'il a quand même le vice de la rue au service. Déjà que le service est toujours un peu vicieux, mais alors lui... mais attends, le vice, c'est pas un produit, c'est vraiment le petit vice. Et puis, alors le rêve, c'est de se dire même après les revendeurs qui sont tellement encore plus loin socialement, malheureusement, d'avoir les revendeurs avec un tournoi, les personnes qui consomment, les personnes du quartier. Puis tout d'un coup, on est tous ensemble et on a oublié pendant un petit moment. Et puis on fait une petite fête. Alors voilà, pour nous, c'est vraiment ça. Oublier les étiquettes et vivre en communauté. Merci. Et le clinique, oui. Faire un choix. Il faut faire un choix, ouais. C'est vrai que moi, le dévoilement m'a beaucoup parlé. Et la table ronde sur les enfants. J'en ai 3. Moi, j'ai pris le choix pour mes enfants d'être vrai, authentique et de leur expliquer. Alors, ils ont été placés en famille d'accueil, voilà. Mais j'allais leur rendre visite. J'ai jamais perdu l'autorité parentale. Mais c'est vrai que mes enfants, je leur expliquais. Je leur expliquais que je prenais des substances, que j'essayais de leur amener ça avec le plus de douceur possible, leur dire que j'étais pas bien, que je préférais les protéger de ça. C'est un choix que j'ai fait et je sais que c'était un risque. Aujourd'hui, j'ai juste mon fils aîné qui fume du cannabis et puis qui est expert comptable et qui va très bien dans sa vie. Il a fait toutes ses études comme ça ne pose aucun problème. Donc j'ai rien transmis de négatif, c'était ma peur. Parce que moi j'avais une mère usagère, j'ai découvert l'héroïne chez ma mère par un placement. J'ai été prise en charge par la DAS à 4 ans et on me remet comme ça chez ma mère. On décide pour moi. Ça, j'ai toujours eu très peur des adultes, longtemps eu peur des adultes, parce qu'ils ont des décisions que je ne comprenais pas. Et c'est vrai que ma mère était usagère d'héroïne. J'ai connu l'héroïne avec ma mère. Et j'ai eu un héritage, en fait. Son histoire, elle est venue se plaquer sur la mienne. Et j'ai un peu répété tout ce que ma mère avait fait. Travail du sexe. Mais moi, l'héroïne, ça a été un outil... magnifique, parce que j'ai subi, j'ai traversé des traumatismes. Je pense que si j'avais pas été héroïnomane, ces traumatismes auraient fait des dégâts. En fait, moi, l'héroïne, elle m'a apporté beaucoup de douceur dans ma vie, beaucoup de douceur. Elle m'a, je veux dire, des abus sexuels de mon beau-père. J'ai traversé les choses. Et un jour, il y a une psychologue qui m'a fait lumière et qui m'a dit « Tu sais, Mélissa, peut-être que si tu n'avais pas pris d'héros, tu ne serais pas aussi sereine dans ta tête. » quoi. Et oui, je pense que moi, l'héroïne, elle m'a sauvée d'impacts beaucoup plus violents que... Surtout sur les traumatismes. Ah ouais. Et moi, je parle. Tu serais peut-être morte, tout simplement. Oui, je serais peut-être morte et je parlerais d'automédication. Est-ce que je l'ai pas entendu ça? Moi, je pense que j'ai été des années dans l'automédication. Voilà. Pour moi, l'héroïne, c'était de l'automédication. C'était parce que bizarrement, je ne parlais pas. Enfant, je ne parlais pas. Je subissais. Et par contre, l'héroïne, elle m'a délivrée. Elle m'a aidé à parler et j'ai appris très tôt à me dévoiler en fait après. Oui, c'est ça. Donc le dévoilement, j'ai pas de honte puisque c'est une transmission que j'ai eue par une adulte, ma mère. Donc pourquoi j'aurais honte en fait d'un truc qui ne m'appartient pas? Et puis j'ai pas de regret non plus en fait sur mon histoire, aucun regret. Ah ouais. Donc le dévoilement, il faut vraiment ce qu'est au peuple, c'est génial. Et je pense que ça libère tellement de choses. Il y a des fluides qui circulent entre les gens. Quand on est authentique, entier, qu'on arrête de faire des... Moi, ça me fatigue, en fait. Ah ouais. Mais il faut bien le sentir soi-même. Ouais, l'instant présent. Dans l'instant présent, on fait avec... dans l'impro. Pas de la composition, de l'impro. Ouais. Merci. Guillaume, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, ben moi, je voudrais revenir sur un peu ce que je disais. Je disais
tout à l'heure, c'est-à-dire les aspects de d'hiérarchie. Bon, je ne le dirai pas, je ne serais pas capable de le dire. Les niveaux de savoir. Bon. Malgré ces aspects-là, je pense que ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant, donc d'inclure les personnes avec savoir expérientiel dans nos services, les inclure dans les réflexions du développement de nos services et les inclure dans l'évaluation de nos services également. On doit aller de l'avant malgré les embûches possibles. Et les embûches possibles, les difficultés rencontrées possibles vont être de se remettre en question. C'est ça que ça va faire. Ça va faire en sorte qu'on va se remettre en question, on va remettre en question nos institutions, nos façons de faire. Donc, on doit être prêt à faire ça. Donc, je fais une annonce ici, là, ceux et celles qui veulent partir d'ici en disant « OK, moi, je m'en vais suite au sommet international francophone sur les addictions. Je veux mettre en place des projets de pair dans mes structures. » Mais sachez que vous allez vous remettre en question. Il va y avoir des remises en question généralisées dans toute la structure en question et vous allez devoir prendre le temps de vous occuper de ces aspects-là. Ce qui est très bien, d'ailleurs, parce que ça nous pousse à nous améliorer, ça nous pousse aussi à rentrer en relation entre nous parce qu'on va avoir des discussions, des dialogues. Ça nous pousse aussi à se comprendre un et l'autre. Juste pour votre information, il reste 5 minutes et on a Fabrice à... Et donc, et surtout, ça va permettre le partage du pouvoir. C'est ça la beauté de la chose, c'est le partage du pouvoir. Et dernier élément que je voudrais juste amener, c'est donnez-leur une place sur l'espace public, donnez-leur la voix. Souvent, on entend les mêmes personnes, les mêmes histoires, et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça. C'est collectivement qu'on va y arriver. Si on est juste dans l'anecdotique ou telle personne, on tombe sur les individus, on n'est plus dans la généralité. Je pense qu'on fait fausse route. Voilà. Oui, donc moi je vais continuer sur cette histoire de précédente table ronde et de dévoilement. J'avais noté que effectivement la question de l'interdit est fondamentale, c'est-à-dire que tant qu'il y a cet interdit, c'est vrai que les choses sont pas du tout les mêmes. On a bien vu que pour la communauté gay, par exemple, la légalisation est passée longtemps, même s'il y a eu des approximations, et la stigmatisation a continué. Pour les personnes noires, j'en parle même pas, parce que l'abolition de l'esclavage, ça fait un bout de temps quand même. Bon, et donc ça continue. Donc il est clair que c'est l'expérience de la stigmatisation qui est fondamentale. Et dans d'autres secteurs que l'usage de drogue, où l'interdit n'existe plus, ça va de soi. Enfin, aujourd'hui, ça paraît aberrant que des chercheurs hommes viendraient parler d'histoire de genre, sauf pour parler du masculinisme. Pour les personnes noires en France, il y a encore un problème, parce qu'on a beaucoup de soucis de color blindness. Mais enfin, il me semble que dans un certain nombre de pays, maintenant, c'est clair que si on essaye d'exprimer un savoir, à partir d'une situation stigmatisée, il faut au moins s'exprimer sur cette relation avec ce stigmate, et une relation personnelle. Ce n'est pas le cas dans l'usage de drogue. Et tant qu'il y aura cette situation, il faudra travailler à partir de ça dans l'imparfait. Mais on peut espérer qu'un jour, dans une assemblée comme celle-là, quand les drogues ont été légalisées, l'ensemble des chercheurs et des professionnels qui travailleront sur la question commenceront par parler de leur expérience et je dis bien du stigmate. Du stigmate, parce que ce sera toujours stigmatisé. Parce que même quand ça aura été légalisé, d'ailleurs, je pense que vous en faites l'expérience au Canada, au Québec, et dans tous les pays où il y a ce début de légalisation du cannabis, le stigmate continue, et avant que les chercheurs et les professionnels puissent s'emparer légitimement de cette question pour être crédibilisés sur ce stigmate, il y a du boulot.
Bon, et je ne veux pas être trop long, mais il y avait un truc qui m'avait un petit peu choqué, c'est aussi toujours cette idée de l'accident de voiture. Hein, l'idée que le savoir expérientiel, c'est « oui, mais on n'a pas besoin d'avoir eu un accident de voiture pour être médecin ». Hein, la phrase stupide par excellence, que j'entends depuis des années, c'est pas la blessure qui compte, c'est ce que tu as dit très bien d'ailleurs, hein, c'est l'expérience qu'on a du stigmate. Voilà. Et ça, il faut en faire quelque chose, et il faut en faire quelque chose de politique. Voilà, c'est ça ma conclusion, pour ne pas se laisser enfermer dans cette posture de témoignage à répétition qui ne sert effectivement qu'à renforcer la stigmatisation. D'excellents mots de clôture. Merci. Parce que, ben oui, je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, au-delà de la légalisation, au-delà de certains changements réglementaires, la stigmatisation demeure l'enjeu fondamental parce qu'on peut la mettre en action dans n'importe quelle situation. Alors, avant de terminer, je vais vous... Si mon iPad pouvait fonctionner tel que prévu. Voilà. Donc, je vais rappeler quand même les revendications qui sont associées au manifeste, qui sera lancé dans 2 minutes, juste après la fin de notre table ronde. Donc, pour les personnes usagères de drogue qui sont citoyennes à part entière et doivent être considérées comme telles, les revendications que je nomme bien sûr avec beaucoup d'humilité, je me sens un petit peu une personne qui prend la parole à la place de quelqu'un d'autre, mais je le fais humblement. Les revendications dans le manifeste, la formulation des politiques relatives aux addictions doit intégrer des processus systématiques de consultation et de participation des personnes concernées. Les politiques ciblant les personnes qui font usage de drogue doivent être fondées sur le principe du respect des droits fondamentaux. Les effets des politiques de drogue doivent être évalués, notamment quant à leurs impacts sur la santé publique et sur les droits humains. Alors voilà ce que vous retrouverez dans le manifeste. Et là-dessus, je vous remercie tous les 4. Merci beaucoup. Ça a été très éclairant.